Bonjour Ina Bassiste. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes journaliste israélienne à Paris, notamment pour la chaîne publique Cannes et le site Al Monitor. 21 soldats israéliens ont été tués la nuit dernière dans le sud de la bande de Gaza. C'est le plus lourd bilan côté israélien pour ce type d'incident depuis le début de la campagne militaire. Ina Bassiste, que sait-on d'abord des circonstances précises de leur mort ? Bon, d'abord, l'armée enquête pour l'instant. Donc, officiellement, on n'a pas encore les circonstances exactes de ce qui s'est passé. On sait qu'il y avait un missile, missile anti-tank, voilà, qui était lancé. Et depuis une des maisons est à côté de là où il se trouvaient les 21 soldats. Ils sont tous des réservistes. Et là, ce qu'il paraît, en tout cas, ce que la presse révèle ce matin, c'est qu'en fait, ces soldats étaient en train de préparer quelques maisons abandonnées où il n'y avait plus personne et pour le détruire. Donc, ils ont détonné ces maisons pour le détruire. L'idée était, en fait, donc, il n'y avait pas une opération active, mais justement, c'était une action défensive pour détruire ces quelques maisons, pour créer une sorte de zone de tampon. Parce qu'on est très, très proche de la frontière. Ça s'est passé à 600 mètres de la frontière, à 1 kilomètre de Kibbutz Kisufim, qui est de l'autre côté israélien. Ils étaient en train de détruire en fait ces maisons pour créer une zone de tampon, justement, pour protéger les autres forces, les forces des combats. Donc, il y avait beaucoup d'explosifs sur le terrain. Et on pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette missile a touché un des explosifs. Il y avait un enchaînement d'explosions et toutes les maisons qui étaient destinées à être détruites un petit peu plus tard étaient détruites justement au moment où il y avait du monde sur le terrain. Parce qu'on évoque potentiellement même 2 tirs anti-tank qui auraient, pour le deuxième, contribué à l'explosion de cette maison qui avait été minée préalablement. Oui, on ne sait pas encore tous les détails. J'imagine que l'armée va se dépêcher parce qu'il y a une énorme pression, bien sûr, de savoir ce qui s'est passé. Les familles exigent de savoir ce qui s'est passé, s'il y avait encore une bavure ou quelque chose qui n'aurait pas dû fait comme il était fait avant. On va voir ça. En quoi l'établissement de cette zone de sécurité, de cette zone tampon pas très loin de la frontière israélienne, apparaît comme absolument nécessaire à l'état-major politique et militaire israélien ? Bon, je crois qu'on parle très souvent quel est le but de cette guerre. D'abord, c'est restaurer, si on ne parle pas des otages, bien sûr, qui est la but principal, mais si on veut dire le deuxième but, c'est pour restaurer la sécurité pour ces gens qui habitent de l'autre côté, justement côté israélien. On a parlé des kibbutz Kisufim, il y en a beaucoup d'autres kibbutzim qui sont très, très proche en fait de cette frontière à quelques centaines de mètres, même pas 1 kilomètre. Et donc, sans ces zones de tampon, je crois que l'armée estime que ça sera très, très difficile de s'assurer, même si Hamas perd ses capacités, on ne sait jamais, il pourra être d'autres organisations, d'autres personnes qui peuvent continuer à tirer vers ces kibbutzim, vers ce village. Ces pertes interviennent, Rina Bassiste, alors que Tsahal a intensifié depuis dimanche ses frappes contre le sud de Gaza, en particulier contre Khan Younes. Plusieurs officiers parachutistes israéliens sont d'ailleurs morts hier. Autour de 50 terroristes palestiniens ont été tués dans le même temps, dont plusieurs commandants du Hamas, selon les communications de Tsahal. Est-ce qu'on se trouve clairement ici dans l'un des bastions les plus sensibles, les plus stratégiques du Hamas dans la bande de Gaza ? Oui, tout à fait. Et je crois que l'armée israélienne estime que non seulement c'est un bastion, c'est une sorte de QG de Hamas, mais il y avait aussi peut-être beaucoup de terroristes de Hamas qui sont partis du nord de la bande de Gaza vers le sud, qui se retrouvent justement maintenant dans le sud, à Khan Younes, qui est aussi la ville natale. On sait très bien de Yahya Sinwar et d'autres dirigeants de Hamas. C'est là où ils sont chez eux. Donc, bien sûr, c'est un bastion. C'est un endroit très, très sensible. Et on voit en fait la situation sur le terrain maintenant. L'armée israélienne Tsahal opère sur 2 fronts, si on peut dire. Oui. Et d'abord, il y a des soldats, des combats qui sont à l'intérieur de cette ville, très dangereuse, qui combattent une maison à l'autre. Mais il y a aussi beaucoup de forces qui entourent en fait la ville. Et ce que Tsahal a dit ce matin, c'est que... L'encerclement est terminé. Voilà, ils ont terminé l'encerclement. Ça veut dire que les combats dans le centre de la ville va s'intensifier de jour en jour, jusqu'au moment, je pense, où Tsahal va estimer que
la plupart des combats sont éliminés, sont morts. Les combattants des terroristes de Hamas, bien sûr. Est-ce qu'on peut envisager, Rina Bassis, que des otages se trouvent dans cette zone? Je crois que ça, c'était l'hypothèse depuis assez longtemps maintenant, depuis plusieurs semaines. Et le fait est que pour l'instant, on ne les a pas trouvés. Et on a vu le reportage il y a quelques jours qui disait que l'estimation maintenant, on parle plus de 400 kilomètres de tunnels, mais entre 500 et 720 kilomètres. Une grosse partie, au moins à 160 kilomètres au-dessous de cette ville de Khan Younes. Est-ce que les otages sont là? On peut l'espérer. On peut l'espérer qu'en ces cas, ça arrivera à trouver au moins quelques-uns. Donc c'est également une guerre souterraine qui est menée actuellement autour de Khan Younes et dans Khan Younes. Je crois qu'il y a les deux. Il y a deux niveaux de guerre. Il y a les deux niveaux de guerre. Il y a les guerres d'une maison à l'autre parce que il faut aussi trouver les entrées des tunnels. Et ces entrées, on a vu déjà, c'est terrible. Hein? Ils se trouvent dans des maisons privées, chez les gens, dans les écoles, dans les mosquées. Et donc là, il faut passer une maison à l'autre, vérifier dans toutes les maisons s'il y a des entrées ou des sorties des tunnels. Et là, il faut entrer. Et ça, c'est un processus très, très long parce que ça, bien sûr, fait très attention à ne pas se trouver piégé dedans. J'ai écouté ce matin votre radio Cannes, Rina Bassis, et l'un des observateurs qui intervenait expliquait que potentiellement, il se trouvait dans chacune des maisons de Khan Younes un terroriste qui était retranché au milieu de civils. C'est ça la situation à laquelle font face aujourd'hui les soldats israéliens sur le terrain. Oui, on a vu que plusieurs maisons sont minées. Et il y a bien sûr des gens aussi qui, pas tous ces mines, pas tous ces bombes explosent dans les contacts. Parfois, c'est explosé de quelqu'un qui est sur place, qui attend justement une entrée d'un soldat israélien. Donc, c'est des combats très durs et très dangereux. Et malheureusement, on voit, ça coûte à Tsahal beaucoup de vies. Il faut s'attendre malheureusement à d'autres pertes aussi importantes dans ce type d'opération. Mais je crois que la société israélienne a bien compris que le prix à payer en vie humaine et en vie des soldats est déjà très dur. Et là, ça ne va pas s'arrêter. Et on est loin, en fait, de s'arrêter parce que le fait est d'encercler la ville de Khan Younes, juste utilisant ces mots, ça veut dire que les combats sont encore devant nous, oui. Alors, Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, ont pris la parole tous les deux ce matin. Ils ont souligné à quel point ces lourdes pertes renforçaient plus que jamais leur détermination à aller jusqu'au bout de cette guerre, à en satisfaire l'ensemble des objectifs. Quels sont justement, Rina Bassis, près de 110 jours après le début de la campagne, où en sont ces objectifs-là, au-delà de la question des otages dont on parlera juste après, et alors que la pression internationale pour conclure un cessez-le-feu est de plus en plus forte, notamment du côté américain? Oui, côté américain, j'étais aussi hier à Bruxelles, donc je peux vous dire qu'aussi à Bruxelles, la pression est montée contre Israël justement. Vous trouvez le ministre israélien des Affaires étrangères. Exactement, pour arriver à un cessez-le-feu. Donc il y a des pays européens qui demandent une pause humanitaire, mais il y a d'autres pays aussi qui demandent une cessez-le-feu complète. Là, pour l'instant, on voit les dirigeants israéliens qui disent que c'est hors de question parce qu'on est très loin de cette but d'éliminer Hamas, ou au moins les stopper. Et au contraire, avec les jours qui passent, je crois que l'armée israélienne s'étonne de plus en plus de la capacité militaire extraordinaire de cette organisation terroriste qui s'est manifestement se préparait depuis des années à cette confrontation. Et le fait est qu'on a 21 soldats qui sont morts d'un tir de missile dans un endroit où, normalement, il ne fallait pas avoir ce genre de capacité. Et donc, on voit encore que, selon, en tout cas, ce que les dirigeants israéliens disent, on est très loin de cette but d'arriver à la fin de la guerre. Rina Bassis, est-ce qu'on pourra parler d'une nouvelle situation sécuritaire à Gaza si Israël ne prend pas le contrôle, en collaboration avec l'Égypte, du corridor de Philadelphie par lequel transite justement une partie des équipements du Hamas et du djihad islamique? Bon, cette question du corridor de Philadelphie, c'est très sensible parce que vous savez que la coopération sécuritaire avec les Égyptiens est fondamentale pour Israël et pas depuis le 7 octobre. Et ça fait des années que c'est l'élément, on peut dire même essentiel dans nos relations bilatérales avec ces pays. Donc là, je pense qu'Israël sera obligé d'avancer très, très prudemment parce que d'un côté,
sans qu'Israël contrôle, ou sans qu'il y aura vraiment un contrôle sécuritaire sur cette zone, et ça sera très, très difficile. Qui relève de la souveraineté égyptienne. Qui relève de la souveraineté égyptienne. Il y aura toujours cette menace contre les soldats israéliens, mais de l'autre côté, il faudra aussi respecter la souveraineté égyptienne. Donc là, je pense que voilà, tous les cerveaux diplomatiques sont en train de négocier, de voir quelle sorte d'arrangement Israël peut trouver justement avec l'Égypte pour que l'Égypte ne soit pas dans une situation où Israël menace sa souveraineté, mais de l'autre côté, que toutes les garanties sécuritaires sont en place. Hier, Benjamin Netanyahou a reçu des représentants des familles d'otages en leur présentant ce qui pourrait ressembler à des conditions en vue d'un accord permettant la libération d'une partie des otages. Est-ce que cet accord, Rina Bassisté, est remis en cause par les dernières pertes de la nuit, au moins à court terme? Bon, c'est difficile à dire parce qu'on a vu aussi hier un communiqué de la part de Qatar, qui est bien sûr une partie importante de ces négociations, qui dit qu'il ne faut pas écouter tout ce qui a été dit. Les efforts pour arriver à un certain accord continuent, mais il y a énormément de publications, il faut faire très attention. Je crois, on a vu ces derniers jours, effectivement, comme vous avez dit, que la pression des familles remonte à tel point. Il y avait des familles qui sont arrivées à la Knesset, au Parlement, au Parlement israélien, pour exiger qu'il y aura un accord à tout prix. Et à tout prix, ça veut dire justement aussi peut-être un cessez-le-feu qui va durer quelques semaines, peut-être 2 mois. On parle maintenant. Et pour les familles, il n'y a pas de question. S'il y a cette opportunité, s'il y a cette possibilité de récupérer les otages, il faut le faire. On lit aussi que certains responsables militaires aimeraient aller encore plus loin dans cette campagne militaire, malgré la pression des familles. Est-ce que c'est aussi ce qui vous revient aux oreilles parmi vos sources? Bon, je crois qu'aussi, même sur le niveau militaire, il y a des désaccords ici, parce que, par exemple, on sait que le ministre de la Défense, M. Gallant, il est plutôt sur la ligne de M. Netanyahou, qu'il faut continuer la guerre, que d'une certaine façon, ça prime sur d'autres choses parce qu'Israël ne pourra pas exister en paix si le Hamas n'est pas éliminé. Mais on voit au sein aussi de cette fameuse cabinet de guerre. Donc, on voit M. Gantz et M. Eisenkot, qui étaient tous les deux chefs de l'armée israélienne à l'époque, et eux, ils prennent une autre approche. Et on a même entendu Rina Bassis, il y a quelques jours, l'ancien chef d'état-major de Tsahal et l'ancien ministre de la Défense de Tsahal, Shaul Mofaz, expliquer qu'Israël aurait dû négocier dès le départ pour permettre le retour de l'ensemble des otages. On entend ces voix aussi. Justement, donc il faut faire très attention. On ne peut pas dire que tous les militaires, tous les sécuritaires poussent vers cette direction. Non. Et même, je pense que le chef de l'armée même, M. Herzi Halevi, même lui, il fait très attention dans ses paroles et à ne pas dire qu'il faut primer justement que ça doit être une priorité, aller plus loin que récupérer les otages. Il a fait très attention dans ses paroles, ce qui veut dire que même au sein de ce système sécuritaire, même au sein de l'armée, ce n'est pas tout le monde qui pense de cette façon-là. Merci beaucoup, Rina Bassist, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondante à Paris, notamment de la chaîne publique Cannes, et qu'on peut lire vos passionnants articles sur le site Al Monitor. Très bon après-midi à vous. Merci beaucoup, Steve.